Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous en sommes à la partie 5, donc c'est la dernière partie. Nous allons aborder ici la thématique des composants d'un circuit frigorifique. Donc ici on se retrouve avec 60 questions. Le programme est un peu chargé, mais je vais faire en sorte que ce soit le plus interactif possible. Et donc l'idée ici, c'est de vous préparer au mieux à la validation du questionnaire théorique de l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes. Donc dans un premier temps, je vais euh, faire un petit rappel sur les différents équipements d'un circuit frigorifique et on va passer au QCM tout de suite après. Donc là, on est sur un circuit frigorifique type. C'est une animation qui a été réalisée par Danfoss. Et donc là, nous avons donc un circuit simple. Et on va essayer donc de faire le tour du circuit et de rappeler le nom et la fonction de chaque équipement. Donc lorsque vous avez un circuit frigorifique ici, moi je vous conseille assez rapidement d'identifier le compresseur, le condenseur et l'évaporateur. Ça vous aidera à connaître le sens de circulation du fluide frigorigène. Donc ici, le compresseur se trouve visiblement ici, le condenseur ici et l'évaporateur ici. Donc ça circule dans le sens horaire, dans le sens de l'aiguille d'une montre. Donc on part sur le compresseur ici qui est en bleu. Le compresseur permet donc de faire circuler le fluide frigorigène dans l'installation. Il aspire des vapeurs BP, les refoule à la pression HP. Donc bien sûr, il existe plusieurs types de compresseurs. On a les compresseurs à piston, les compresseurs à vis, les compresseurs scroll et les compresseurs centrifuges. Je sors de mon compresseur, ensuite je retrouve un appareil qui s'appelle un séparateur d'huile. On sait qu'il y a toujours une petite quantité d'huile qui circule dans l'installation et l'idée ici c'est de la récupérer avec cet équipement. Et donc lorsque le niveau d'huile dans la bouteille, le séparateur d'huile atteint donc un certain niveau, le fluide est réinjecté au niveau de l'aspiration du compresseur. Ensuite, donc, on a le condenseur. Le condenseur, il en existe de plusieurs sortes. Ici, c'est un condenseur à air. On peut retrouver aussi des condenseurs à eau. Si vous avez un doute sur ces équipements, vous pouvez aller donc checker les vidéos que j'ai réalisées sur cette thématique au niveau de la chaîne YouTube. Au niveau de la sortie du condenseur, on retrouve la bouteille de liquide. Là, on se retrouve donc sur la ligne liquide. On retrouve des vannes manuelles, un filtre déshydrateur donc qui va permettre de déshydrater le circuit et de récupérer les impuretés, une autre vanne manuelle. Ensuite, on a le voyant de liquide qui sert donc à visualiser l'état du fluide frigorigène, liquide ou vapeur. Généralement, il faut que ce voyant soit rempli à 100% de liquide. On a aussi une petite pastille hygroscopique qui va nous permettre d'indiquer le taux d'humidité dans le circuit. Il faut que cette pastille soit de couleur verte pour indiquer que le circuit est bien sec. Ensuite, on arrive à l'électrovanne. Donc, elle va nous permettre de vider l'évaporateur lorsque nous allons atteindre la consigne au niveau de la chambre froide. Donc c'est-à-dire que c'est un appareil qui va couper la circulation du fluide frigorigène et donc cet appareil est commandé par le thermostat. Ensuite, on a le détendeur donc qui va nous réaliser la chute de pression. Donc il existe plusieurs types de détendeurs. Donc on a les détendeurs capillaires, détendeurs thermostatiques à égalisation interne et les thermostatiques à égalisation externe. Et enfin, on a une dernière famille, les détendeurs électroniques. Ensuite, donc, on se retrouve à l'intérieur donc, de notre chambre froide et nous avons un évaporateur. Il existe plusieurs types d'évaporateurs. On a les évaporateurs à air et les évaporateurs à eau. Donc, c'est ce qu'on appelle les systèmes à eau glacée ou chiller en anglais. On se retrouve à la sortie de l'évaporateur avec le bulbe donc, du détendeur à égalisation, cette fois-ci interne. Ensuite, pour réguler la température au niveau de la chambre froide, on a ici un thermostat. Et donc, pour terminer, on a un dernier appareil ici qui s'appelle un pressostat HPBP. Et donc c'est un appareil de sécurité donc, qui va couper le circuit lorsque la pression ici sera trop basse. Donc généralement on est à une pression de coupure de 0,2 bar. Et côté HP,
Donc on a aussi un pressostat de sécurité donc, qui va couper l'installation si la pression côté HP dépasse un certain seuil. Donc généralement le seuil de réglage, on prend donc la température de condensation, par exemple 40 degrés, et on fait 40 plus 15, donc le pressostat coupera donc à une température de condensation de 55 degrés. Donc vous faites la relation pression-température pour savoir à quelle pression vous allez régler votre pressostat HP. Alors ça c'est pour un circuit simple. Donc là, puisqu'on a un étage de compression et un seul évaporateur. Donc si on passe sur un système un tout petit peu plus élaboré, donc on va passer sur un système à un étage de compression, c'est-à-dire un seul compresseur, et avec deux évaporateurs. Alors, même principe, on fait le tour du circuit assez rapidement. Donc on identifie le compresseur, le condenseur et les évaporateurs. Donc compresseur, il se trouve ici, le condenseur ici, et ici on a donc deux évaporateurs donc, qui fonctionnent sûrement à des températures différentes. Donc on circule dans le sens horaire. Donc je sors de mon compresseur, même principe. Je retrouve mon appareil de sécurité, donc le pressostat HPVP. Le séparateur d'huile. Donc à la sortie du séparateur d'huile, on retrouve le condenseur et deux petites vannes dont on va expliquer ici le fonctionnement. Donc on a la vanne de régulation de pression de condensation qui se situe à la sortie donc, du condenseur qui est généralement raccordé sur la bouteille de liquide, que Danfoss référence sous l'appellation KVR. Donc c'est une vanne qui va nous permettre de maintenir la valeur de la HP quelle que soit la saison. On comprend assez facilement qu'en hiver, les conditions extérieures nous permettent de refroidir très facilement le fluide frigogène au niveau du condenseur. Et nous, on est sur un système où on doit absolument maintenir l'AHP afin d'alimenter correctement nos détendeurs. Donc en hiver, cette vanne va se fermer. Par contre, en été, cette vanne sera grande ouverte puisque donc, les conditions extérieures font que le fluide frigorigène aura du mal à se refroidir. On a aussi une vanne qui joue un petit peu le même rôle, c'est la NRD de chez Danfoss toujours. Donc cette vanne aussi va nous permettre en hiver d'injecter directement des gaz HP au niveau de la ligne liquide afin donc de maintenir artificiellement la pression HP sur la ligne liquide. Donc on continue sur la ligne liquide, on retrouve nos vannes, notre vanne manuelle, le filtre déshydrateur, le voyant de liquide. Vous avez aussi deux voyants de liquide au niveau de l'alimentation de chaque évaporateur. Chaque évaporateur également a son électrovanne de régulation. Donc, c'est-à-dire que chaque chambre froide fonctionne de façon indépendante. Et donc, le thermostat, lorsque il aura atteint la température de consigne, il coupera directement son électrovanne. Ensuite, donc, on retrouve notre détendeur. Donc ici, on est sur un détendeur, cette fois-ci thermostatique à égalisation externe. On le reconnaît ici avec la prise de pression de l'égalisation externe en bleu. On retrouve également le bulbe du détendeur. Donc l'évaporateur, on a cité à de nombreuses reprises sa fonction. Et donc on a des appareils ici à la sortie des deux évaporateurs qui sont intéressants et qu'il faut absolument connaître. Donc là on se retrouve avec deux évaporateurs, donc c'est-à-dire qu'on a deux chambres froides et chaque chambre froide doit être maintenue à une certaine température. Donc chaque chambre froide a sa température d'évaporation. Donc ici on se retrouvera avec un système où on aura deux pressions d'évaporation. Et donc sur le système qui aura la température d'évaporation la plus élevée, admettons ici que je sois sur un système où la BP est à 2 bars et ici à 3 bars, bon, il est important d'équilibrer les pressions afin que la circulation du fluide frigorigène se fasse correctement. Et donc ici, sur l'évaporateur qui aura la pression la plus élevée,
on va installer donc une KVP. On l'appelle aussi, donc KVP c'est la référence d'Danfoss, mais on l'appelle aussi VPC en français, vanne de pression constante. Et donc l'idée ici c'est d'équilibrer les pressions. Donc par exemple si j'ai 2 bars ici et 3 bars là, l'idée c'est d'abaisser la pression ici à la sortie de l'évaporateur qui a la pression la plus élevée, et donc de se retrouver ici à 2 bars, et ainsi donc de pouvoir avoir un système équilibré. Et c'est pour cela qu'on installe aussi systématiquement un clapet anti-retour sur l'évaporateur, donc sur lequel il n'y a pas de VPC. On comprend assez facilement pourquoi, car s'il y a un mauvais réglage ici, le fluide BP qui a 3 bars pourrait revenir ici et perturber l'échange au niveau du premier évaporateur. Donc on retrouve encore une vanne de régulation de pression. Cette fois-ci, c'est une vanne qui est montée à l'aspiration du compresseur, et elle est référencée chez Danfoss KVL. Donc c'est une vanne de démarrage. Donc la vanne de démarrage permet de limiter la pression, en particulier donc au niveau du démarrage du compresseur. Là ici on a 2 évaporateurs, donc au démarrage on peut avoir un débit très important de fluide frigorigène qui arrive à l'aspiration du compresseur, et l'idée ici c'est de limiter les surcharges au niveau du démarrage du compresseur. Donc c'est une vanne qui va être très utile au moment d'un dégivrage ou d'un arrêt prolongé de l'installation. Donc on a la BP dans ces deux cas-là qui va fortement augmenter, et l'idée ici c'est de protéger le compresseur au moment du démarrage, qu'il n'y ait pas donc un trop grand débit de fluide frigorigène qui soit aspiré au niveau de notre compresseur. Il reste encore une petite vanne que l'on n'a pas vue, c'est la vanne de capacité. Voici un régulateur de capacité. On retrouve cet appareil lorsqu'on a plusieurs évaporateurs. Chez Danfoss, elle est référencée sous l'appellation KVC. Donc c'est une vanne qui est assez pratique lorsque l'on va avoir une des chambres froides donc, qui aura atteint sa consigne, donc l'électrovanne va couper, et donc le débit de fluide frigorigène ici va diminuer, donc c'est-à-dire que la production frigorifique va diminuer, et donc la BP va chuter. Alors pour maintenir la BP à un niveau acceptable, on va réinjecter directement une petite quantité de vapeur HP à l'aspiration du compresseur. Donc ça c'est la vanne de capacité. Donc on est parti pour le QCM, je me log et on est parti pour 60 questions. Identifier le type de compresseur. Donc c'est un compresseur à piston, comme vous l'avez sûrement remarqué. On retrouve ici à droite la partie électrique, le vilebrequin, les pistons qui montent et qui descendent dans le cylindre. On voit ici la plaque à clapet et la culasse avec les deux chambres, donc la chambre HP et la chambre BP. Donc il y a une vidéo très intéressante sur cette thématique, donc c'est la vidéo dépannage froid numéro 8, remplacement d'une plaque à clapet. Question 2. Identifier le type de compresseur. Donc on est sur un compresseur à vis, donc on reconnaît ici les deux vis qui permettent donc la compression du fluide frigorigène. Question 3. Identifier le type de compresseur.
Donc c'est un compresseur scroll. Donc on reconnaît ici les deux spirales. Donc il y a une spirale mobile et une spirale fixe. Et donc la rotation de la spirale mobile réalise donc la compression du fluide frigorigène. Donc ce sont des compresseurs qui sont de plus en plus utilisés. Question 4. Identifier le type de compresseur. Donc c'est un compresseur rotatif. Donc ici on a une palette excentrique qui est donc mise en mouvement grâce au moteur électrique. Et donc le fluide frigorigène est aspiré par la droite. Et donc lorsqu'il va progresser dans la chambre de compression, donc va passer à la pression HP. Question 5. Identifier le type de détendeur. Donc c'est un détendeur thermostatique à égalisation interne. Donc la différence entre l'égalisation interne ou externe, c'est la petite prise de pression qu'il y aura en plus ici. Donc on reconnaît ici le bulbe, le train thermostatique, la membrane et donc le mécanisme à l'intérieur qui va permettre de réaliser la détente. Ici on retrouve la vis de réglage de la surchauffe. Question 6. Identifier le type de détendeur. Donc c'est un thermostatique à égalisation externe, donc on le voit ici, on a une prise de pression externe. Donc quand est-ce qu'on va utiliser l'un ou l'autre, ça va dépendre en fin de compte de la puissance de votre évaporateur. Pour les grandes puissances, on va utiliser un égalisation externe, et après pour les petites puissances, on va plutôt se diriger sur un thermostatique classique à égalisation interne. Question 7. Identifier le type de détendeur. Donc ça c'est un... Excusez-moi, je remets le zoom comme il était. Donc là c'est un détendeur capillaire, donc on voit que c'est un tube très fin, de petit diamètre, et donc la détente va se réaliser lors du passage donc de cette section qui est très petite. Question 8. Identifier le type de détendeur. Donc il nous reste normalement un type qu'on n'a pas cité ici. Donc c'est un détendeur électronique, on le reconnaît à son petit moteur qui se trouve donc ici sur la partie supérieure. Donc c'est un moteur généralement pas à pas qui va donc permettre de d'ouvrir ou de fermer le passage du fluide frigorigène. Donc soit dit en passant, donc il sert aussi d'électrovanne. Question 9. Comment s'appelle cet appareil?
Vous l'avez deviné, c'est une vanne de service. Donc une vanne de service est un appareil qui est très important pour pouvoir justement intervenir sur l'installation. Donc on a deux prises de pression, on a une prise de pression pressostatique, donc celle-là elle est tout le temps ouverte. C'est généralement ici qu'on va raccorder notre pressostat HP ou BP. Au niveau de la deuxième prise de pression, donc ça c'est la voie de service et donc c'est ici qu'on va raccorder notre flexible jaune pour pouvoir intervenir sur le circuit, hein, donc lire les pressions, charger, décharger, transférer. Et donc pour réaliser la manipulation, on a ici le carré de manœuvre qui va donc nous permettre d'isoler la voie pour pouvoir brancher notre flexible en toute sécurité. On continue. Question 10. Comment s'appelle cet appareil? Donc c'est une soupape de sécurité, donc c'est un appareil qui se branche généralement sur la bouteille de liquide. En cas de défaillance du pressostat HP, c'est cet appareil donc qui va libérer le fluide dans l'atmosphère, donc c'est un dégazage et ce dégazage est autorisé pour la sécurité des personnes. Question 11. Comment s'appelle cet appareil? C'est une vanne manuelle. Question 12. Comment s'appelle cet appareil? Donc c'est une KVC, c'est donc une vanne de régulation de pression. Et donc lorsque nous allons avoir plusieurs évaporateurs, l'idée ici c'est de maintenir le débit de fluide frigorigène, donc la pression BP. Et donc lorsqu'on va avoir des électrovannes qui vont se fermer sur certains évaporateurs, on va maintenir la BP en injectant donc du fluide qui sort du compresseur à la pression HP. Comment s'appelle cet appareil? C'est une VPC, donc c'est une vanne pression constante. Donc c'est des vannes qui se ressemblent pratiquement toutes, hein. Mais donc l'idée ici, c'est dans la mesure où on a deux évaporateurs, chaque évaporateur a sa température d'évaporation. On voit ici qu'on est à moins 18 et ici on est à 2 degrés Celsius. Donc chaque évaporateur va fonctionner à des pressions différentes. Et donc l'idée ici, c'est de brancher sur l'évaporateur qui a la température d'évaporation la plus élevée, une vanne pression constante, afin d'égaliser les pressions ici à l'aspiration du compresseur. Et donc systématiquement, on va installer ici un clapet anti-retour qui va donc bloquer le passage du fluide frigorigène vers cet évaporateur-là, si on a une défaillance donc au niveau de notre VPC. Question 14. Comment s'appelle cet appareil? Donc là, on est sur la KVR. Donc c'est une vanne qui s'installe au niveau de la bouteille de liquide.
Et donc ça permet de maintenir la pression HP constante durant toute l'année, en particulier en hiver, hein, lorsque les conditions extérieures sont très froides, donc le fluide frigorigène est très rapidement refroidi, et donc cette vanne va fermer le passage du fluide et maintenir ainsi une pression minimum au niveau de notre HP. Si la pression diminue trop fortement, on a ici la NRD qui va libérer une partie du fluide côté HP qui sort donc du compresseur et qui va être directement injecté au niveau de notre départ de la ligne liquide. Et l'idée ici donc c'est de maintenir la HP constante afin d'alimenter correctement nos détendeurs en fluide frigorigène. Question 15. Comment s'appelle cet appareil? C'est une électrovanne, donc VEM, vanne électromagnétique, donc c'est une vanne électrique donc qui va couper ou ouvrir le circuit. Donc si elle est alimentée, la vanne est ouverte, et si elle est désalimentée, donc la vanne est fermée. Donc il existe des vannes NO et NSC, donc NO normalement ouverte au repos, ou bien NC normalement fermée au repos. Donc c'est un appareil qui va nous permettre justement de réaliser notre régulation. Lorsque notre chambre froide aura atteint sa consigne, c'est l'électrovanne qui sera coupée afin de ne plus alimenter en fluide frigorigène basse pression notre évaporateur. Question 16. Comment s'appelle cet appareil? Alors cet appareil s'appelle un pressostat déjà, ça c'est sûr, c'est pas une électrovanne, c'est pas un thermostat. Donc la question qui va se poser, est-ce que c'est un HP ou un BP? Donc ça, la différence va se situer surtout au niveau de l'échelle ici. Donc on voit ici que l'échelle commence à 7 bars et termine à 30 bars, donc ça peut être qu'un pressostat HP. Le BP lui commence à 0 bar. Question 17. Comment s'appelle cet appareil? Donc on est sur un pressostat BP, on voit ici l'échelle commence à 0. Donc ce n'est pas une électrovanne, ni un thermostat, ni un pressostat HP. Question 18. Comment s'appelle cet appareil? C'est un thermostat de régulation, donc il existe plusieurs types de thermostats. On a les thermostats mécaniques ou les thermostats électroniques. Donc celui-ci, c'est un thermostat électronique. Question 19. Comment s'appelle cet appareil? C'est un évaporateur, donc on le reconnaît assez facilement. Il y a le tube ici d'évacuation des condensats et visiblement c'est un évaporateur de type cubique et plafonnier. Question 20. Comment s'appelle cet appareil?
C'est un condenseur à air, donc on reconnaît ce genre de matériel qu'on voit souvent à l'extérieur donc de nos usines, de nos magasins. Et donc on reconnaît aussi les ventilos qui vont nous permettre donc de refroidir le fluide frigorigène côté HP. Question 21, comment s'appelle cet appareil? Donc c'est un condenseur à eau, donc ce condenseur à eau est de type coaxial, c'est-à-dire qu'on a deux tubes, l'un dans l'autre. On a un premier tube ici au centre dans lequel se trouve le fluide frigorigène HP et à l'extérieur on a un deuxième tube avec de l'eau et donc c'est l'eau qui permet donc de refroidir, qui capte la chaleur de notre fluide frigorigène. Question 22, donnez la fonction de l'évaporateur. Donc vous avez sûrement eu juste. Donc l'évaporateur permet donc d'absorber la chaleur de notre chambre froide. Donc il ne contrôle pas indirectement l'humidité de la chambre froide. Il n'assure pas le bon remplissage de l'évaporateur. Donc ça c'est la fonction plutôt du détendeur. Évite les surintensités au démarrage. Donc ça c'est la vanne de démarrage. Donc dans une chambre froide, l'évaporateur permet de capter la chaleur. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'on ne fait pas du froid, mais on retire du chaud. Question 23. Si le bulbe d'un détendeur thermostatique se perce, le détendeur s'ouvre, se bloque, se ferme. Faites appel à votre bon sens. Donc il se ferme, hein. Donc à partir du moment où on a une défaillance, normalement le système doit se fermer, hein. On est d'accord? Donc on va partir sur cette base-là. Après, d'un point de vue un peu plus... on va essayer de donner quand même une explication. Donc déjà, le bulbe du détendeur, c'est cette pièce. Lorsque on a une fuite sur cette pièce-là, là, il n'y a plus de pression ici qui s'exerce sur la membrane au niveau donc du corps du détendeur. Et donc c'est-à-dire que le pointeau, lui, va venir se refermer. Donc là, vous avez une série de vidéos sur le détendeur sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à y retourner si vous avez un souci à ce niveau-là. Donnez le procédé de dégivrage le moins efficace. Donc bien sûr c'est le grattage, hein. Faites attention si vous grattez comme ça votre réfrigérateur à la maison de ne pas percer la paroi. Donc souvent on a le fluide qui est contenu à l'intérieur, donc là vous risquez de créer une fuite. Donc c'est le grattage. Après on a d'autres moyens de réaliser un dégivrage, hein. Donc on a l'inversion de cycle avec une vanne 4 voies, les résistances électriques. Donc ça c'est assez classique, ou bien l'injection de gaz chaud. Donc celui-là c'est le plus efficace. Donc on prend des gaz à la sortie du compresseur qui sont très chauds, aux alentours de 80-90 degrés, et on les envoie directement dans l'évaporateur pour retirer la glace, et ça c'est pour les systèmes à température négative. Question 25.
Donnez le procédé de dégivrage le plus efficace. Donc le procédé le plus efficace, c'est l'injection de gaz chaud. Donc on a ici le compresseur. Et lorsqu'on veut réaliser donc un dégivrage de notre évaporateur, on a ici une électrovanne qui va s'ouvrir et qui va injecter directement des gaz chauds au niveau de l'évaporateur. Donc ça, c'est le système le plus efficace. Pour faciliter la mise en régime d'une chambre froide négative, il est conseillé d'utiliser donc on va utiliser une vanne de démarrage. Donc une vanne de démarrage permet donc de déjà protéger le compresseur au démarrage, de limiter la quantité de fluide frigorigène aspiré. Donc ça limite donc l'intensité absorbée. Mais également ça permet à l'évaporateur de se remplir correctement en fluide frigorigène à l'état liquide et donc d'absorber plus facilement donc la chaleur qui s'est accumulée au niveau de notre chambre froide. Pour faciliter la mise en régime d'une chambre froide, il est conseillé d'utiliser. Donc on a un autre appareil qui va nous aider à réaliser cette fonction. Donc c'est le détendeur de type MOP, MOP pour Maximum Operating Pressure. Mon anglais est encore à perfectionner. Donc c'est un type de détendeur qui a la même fonction qu'une vanne de démarrage. Donc la seule différence entre un détendeur MOP et un détendeur classique, c'est la charge en fluide frigorigène au niveau de votre bulbe. Un détendeur MOP a un peu moins de fluide frigorigène donc à l'intérieur du bulbe, et ça permet donc de limiter l'ouverture du détendeur au démarrage de l'installation. Question 28. Une vanne à pression constante montée à la sortie d'un condenseur à air permet de garantir on en a déjà parlé. Une bonne puissance frigorifique en hiver, puisque cette vanne en hiver va être un petit peu fermée pour maintenir la HP constante et ainsi délivrer une bonne quantité de fluide frigorigène à notre détendeur. Donc le sous-refroidissement en hiver est bon puisque le condenseur est très bien refroidi. Et côté surchauffe, bon bah il n'y a aucun souci niveau surchauffe, c'est plutôt le détendeur qui va régler, qui va nous permettre donc de régler la surchauffe. Donc il n'y a pas de lien entre cette vanne et la surchauffe. Question 29. Une vanne de capacité montée en parallèle sur le compresseur permet
les trois affirmations sont justes, hein. Une vanne de capacité permet donc de maîtriser la basse pression et donc la production frigorifique. On a cité l'exemple où on avait plusieurs évaporateurs. Si on a 2 ou 3 évaporateurs qui ont leur électrovanne de fermée, le débit va diminuer et donc la pression va diminuer. Et donc vous avez un fort risque de coupure au niveau du pressostat BP. Question 30. Les risques de prédétente dans une ligne liquide sont plus importantes. Alors vous avez un risque de prédétente lorsque le filtre déshydrateur est partiellement bouché. Donc ça, je vous renvoie pour toutes ces pannes à la vidéo dépannage froid numéro 2 de mémoire. Et donc j'aborde cette thématique. Et l'appareil qui est le plus... on va dire qui a le plus souvent un problème de prédétente, c'est le filtre déshydrateur. Lorsqu'il est bouché, il va se comporter comme un détendeur puisque la section de passage à cause des impuretés va diminuer et donc on aura une petite prédétente. Et donc si on mesure la température avant et après, on va voir qu'il y a une petite chute de pression. Et la chute de pression est d'autant plus importante que le filtre est bouché. Donc ça peut être aussi une vanne de service qui est partiellement fermée. Donc là, dans notre réponse, il y avait grande ouverte, donc ça, c'est pas la bonne réponse. Et voilà, donc prédétente, donc là, on est dans le cas du filtre déshydrateur partiellement bouché. On continue, on en est à la moitié du QCM. Donc donner la fonction de la vanne de pression constante. La VPC. Alors ça c'est peut-être la question la plus dure du QCM. Donc contrôle indirectement l'humidité de la chambre froide. Donc en fin de compte, l'idée, moi je vous ai déjà fait un premier jet en termes d'explication sur cette vanne, donc c'est de maintenir la basse pression commune à tous les évaporateurs dans la mesure où on a des pressions qui sont différentes dans chaque chambre froide. Et là, l'idée, en fin de compte, le fait de maîtriser la température ici d'évaporation nous permet de maîtriser indirectement l'humidité. Car il y a un lien entre la température d'évaporation et la température du local. Donc la différence s'appelle le delta T total. Et plus le delta T total est grand, et plus vous allez déshumidifier votre chambre froide. Et inversement, plus votre delta T est petit, et moins vous allez déshumidifier votre local. Question 32, une vanne de capacité montée en parallèle sur le compresseur. Donc permet de diminuer la production frigorifique. Donc quand on a plusieurs évaporateurs, donc cette vanne va réinjecter un peu de gaz HP à l'aspiration du compresseur pour maintenir justement la pression d'aspiration du compresseur. Dans la mesure où on a des évaporateurs qui ne sont plus alimentés en fluide frigorigène car leur électrovanne est coupée. Question 33. Une vanne de capacité montée en parallèle sur le compresseur permet...
Donc de maîtriser la basse pression, vous commencez à avoir l'habitude sur cette question qui revient assez souvent. Dans la mesure où on a moins de débit de fluide frigorigène, la BP ici chute car le compresseur lui a toujours la même taille et donc lui si on lui donne moins à manger, donc là lui est très à l'aise, donc il va aspirer complètement le contenu de la tuyauterie d'aspiration et donc la BP va baisser. Donc c'est pour cela qu'on va réinjecter artificiellement un peu de gaz HP à l'aspiration du compresseur. Quelles sont les conséquences de la prise en glace de l'évaporateur? Donc une prise en glace a pour conséquence une diminution de la surchauffe. Dans la mesure où le fluide frigorigène à l'état liquide n'arrive plus à capter la chaleur du local, la glace se comporte comme un isolant, c'est un très bon isolant. D'ailleurs, les Esquimaux construisent leur igloo avec de la glace. Et donc, dans la mesure où c'est un très bon isolant, le fluide frigorigène à l'état liquide dans l'évaporateur n'arrive plus à capter la chaleur de la chambre froide et donc le niveau de liquide dans l'évaporateur augmente, c'est-à-dire que la surchauffe diminue, on a de moins en moins de vapeurs qui sont produites dans l'évaporateur. Au niveau du surrefroidissement, donc là il n'y a pas de lien direct entre les deux, hein. Donc la bouteille de liquide est là pour réaliser donc le stockage du fluide frigorigène et puis donc si votre condenseur est bien refroidi, il n'y a pas de raison que votre surrefroidissement diminue ou augmente. Augmentation de la température d'évaporation? Non, au contraire. Donc, dans la mesure où le fluide frigorigène est toujours très froid dans l'évaporateur, il n'arrive pas donc à s'évaporer. Au contraire, la BP va diminuer, donc la température d'évaporation va diminuer. Et l'intensité du compresseur diminue? Non, au contraire, elle va augmenter, hein, puisqu'on a de moins en moins de vapeur à la sortie de l'évaporateur. On continue. Question 35, la vanne à pression constante montée à la sortie d'un condenseur à air permet donc vanne de pression constante. C'est une question qu'on a déjà vue, c'est pas grave. La répétition, c'est la mère des formations. Comme dirait un de mes anciens professeurs, monsieur Artukin. Donc cette vanne de pression constante donc, qui est montée à la sortie du condenseur permet donc de maîtriser la puissance frigorifique en hiver. C'est-à-dire maîtriser la HP en fin de compte. Question 36. Quelles sont les conséquences de la prise en glace de l'évaporateur? Allez, 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 courage. On a déjà travaillé sur cette question juste avant. C'est son frère jumeau. Donc la température d'évaporation diminue. Donc tout à l'heure on avait comme réponse la augmentation de la température d'évaporation, c'était pas bon. Donc là une prise en glace engendre une diminution de la température d'évaporation puisque le fluide frigorigène ne capte plus la chaleur de notre chambre froide puisque la glace se comporte comme un isolant. Et la température du fluide frigorigène à l'intérieur de l'évaporateur diminue. Augmentation de la surchauffe, non. Au contraire, il y a de plus en plus de liquide dans l'évaporateur et de moins en moins de gaz. Et donc on a dit qu'il n'y avait aucun lien entre le sous-refroidissement et la prise en glace. Question 37. À quoi sert une résistance de Carter?
Donc la résistance de Carter permet de retirer le fluide frigorigène qui est contenu dans l'huile, dans la mesure où, surtout c'est au niveau des compresseurs à piston hermétique ou semi-hermétique, les gaz BP qui entrent dans le compresseur rentrent directement au niveau du carter et permettent aussi de refroidir donc les enroulements du compresseur. Donc c'est-à-dire que dans le bas du carter, on va avoir de l'huile mélangée avec du fluide frigorigène. Et donc cette résistance, lorsqu'on va chauffer donc le fluide frigorigène, il va s'évaporer et donc il va se retrouver donc à l'aspiration de notre compresseur. Question 38. Quelle est la conséquence si la prise de pression d'un détendeur à égalisation externe est percée? Alors essayez de raisonner de façon logique, même si vous avez du mal à comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de l'égalisation externe. Donc la BP diminue. Alors on va essayer de dézoomer le schéma. Donc ici on a un détendeur à égalisation externe, donc on reconnaît ici le corps du détendeur, le bulbe et la prise de pression à égalisation donc externe. Et donc si on a une fuite sur la prise de pression externe, donc c'est-à-dire sur le tube jaune qui est ici, qu'est-ce qui se passe? Donc là on voit bien qu'il y a un piquage et donc on est à la sortie de l'évaporateur. Bah, là s'il y a ce tube qui est percé, c'est une fuite en fin de compte. Et s'il y a une fuite, qu'est-ce qu'elle fait la BP? Bah, elle chute, elle diminue, jusqu'à atteindre 0 en fait à la limite. Donc là, il y a une série de vidéos qui sont réalisées sur les détendeurs thermostatiques. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil pour mieux comprendre ce qui se passe donc en termes d'ouverture et de fermeture du pointeau ici. Donc on continue. Question 39. La capacité d'un détendeur augmente, c'est-à-dire le débit. Le débit d'un détendeur augmente. Donc, bien sûr, lorsque la BP augmente, son frère jumeau en fin de compte, c'est si la HP augmente, la BP augmente et donc le débit augmente. D'accord? Donc là, on part sur la BP augmente. Question 40. Il nous reste 20 questions. Allez, courage. On tient bon. La capacité d'un détendeur augmente cette fois-ci. Donc son frère jumeau, il est là. La surchauffe augmente. La BP diminue. La HP augmente. Lorsque la HP augmente, donc on l'a dit juste avant, si la HP augmente, la BP augmente, et donc le débit qui traverse le fluide le détendeur augmente. Question 41. Dans une chambre froide, plus l'écart entre la température de l'ambiance et la température d'ébullition augmente, plus... Ah, c'est une question qui est longue. Donc ça, c'est l'hygrométrie qui diminue. Alors, essayons d'apporter une petite explication complémentaire sur cette question. Donc en fin de compte, l'écart entre le fluide frigorigène, donc qui est contenu dans l'évaporateur ici, et l'écart entre la chambre froide, plus cet écart est important,
et plus on va assécher l'air de notre chambre froide. D'accord? Donc ça c'est dû au fait que dans la mesure où la différence est très grande, on a plus de... Enfin, l'humidité du local va se condenser plus facilement sur donc les ailettes de notre évaporateur. Et inversement, plus l'écart entre le fluide frigorigène et la chambre froide est faible, et plus je vais maintenir donc une bonne hygrométrie. Et ça c'est important car par exemple les fruits et légumes doivent être conservés à une certaine hygrométrie, la viande doit être conservée aussi à une certaine hygrométrie, et si votre écart est trop grand, vous allez assécher vos produits et donc au lieu d'être conservés correctement 3 à 4 jours en une journée, donc ils sont complètement asséchés et ils sont bons à mettre à la poubelle. Donc le delta T total correspond au niveau d'hygrométrie que je souhaite dans ma chambre froide. Question 42, le point de coupure du pressostat HP et fonction. Donc à quelle valeur ou en fonction de quelle grandeur je vais régler mon pressostat HP. Donc bien sûr c'est la température de condensation, donc la règle c'est je prends la température de condensation normale de mon circuit, donc aux alentours de 40 degrés, et je fais plus 15, donc j'aurai une température de coupure de 55 degrés, donc après je fais ma relation pression-température en fonction du fluide que j'ai, et donc j'aurai la valeur de réglage de mon pressostat HP. Question 43, le point de coupure du pressostat BP. C'est assez simple. Je pense que là vous avez trouvé moins 0,5, 0 bar, 0,5 bar. Donc on est sur 0,5 bar. Après bon, on a aussi quelques petites différences. Certains préfèrent régler la coupure du pressostat BP aux alentours de 0,2. D'autres 0,5, donc là on est sur l'ordre de grandeur, il n'y a aucun souci, vous pouvez régler votre pressostat entre 0,2 et 0,5, il n'y a aucun souci. Mais l'idée par contre c'est de ne pas régler votre pressostat à 0 bar, puisque là c'est à dire que vous aurez côté BP un risque que l'air du local s'introduise dans votre circuit, puisque là on est à 0 bar effectif, donc ça correspond à 1 bar absolu, et encore moins à 0,5 bar. Donc là, c'est-à-dire que la pression de l'air à l'extérieur du local sera supérieure à la pression contenue à l'intérieur du tube côté BP. Question 44. À quoi sert une bouteille accumulatrice de liquide? Allez, on revient sur des questions un peu plus simples. Bon, il y a des questions quand même qui sont assez faciles. Stocker le fluide frigorigène. Vous avez sûrement eu bon à cette réponse, enfin cette question plutôt. On est parti, question 45. Allez, on lâche rien. À quoi sert une vanne d'inversion de cycle sur un climatiseur réversible? Donc là, on est sur de la culture générale. Donc ça sert à passer en mode chaud, donc une vanne d'inversion de cycle donc, nous permet de faire du chauffage dans notre local en hiver et faire du refroidissement en été. Donc là on est sur des climatiseurs, sur des petits climatiseurs de type split system. A noter que pour nos chambres froides négatives, on peut utiliser les vannes d'inversion de cycle pour réaliser un dégivrage.
Question 46. Quelles sont les conséquences d'un encrassement du condenseur? L'entretien s'il vous plaît, c'est la base. Oh là là, ça fait mal au cœur de voir des condenseurs aussi sales. Donc les conséquences d'un encrassement du condenseur, c'est une augmentation de la température de condensation. Hein. L'encrassement se comporte comme un isolant et donc le fluide HP qui circule dans le condenseur ne peut pas se refroidir correctement et donc la pression de condensation va augmenter. Et donc vous risquez de couper au niveau du pressostat HP. Question 47. Quelles sont les conséquences d'un encrassement de l'évaporateur? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, ça fait mal au cœur de moi ça. Bah, c'est la même chose, hein. Diminution de la BP, hein. On est sur le même principe qu'une prise en glace. Hein. D'ailleurs, encrassement plus sur du long terme, ça fait une prise en glace. Donc l'encrassement se comporte comme un isolant et donc si le fluide frigorigène n'absorbe plus la chaleur du local, donc sa température diminue au fur et à mesure et donc la BP diminue. Question 48. Le détendeur thermostatique régule le débit en fonction. C'était en fonction de la surchauffe. Je pense que vous avez eu bon. Donc la surchauffe se règle au niveau du détendeur. On a une vis qui nous permet justement d'injecter plus ou moins de quantité importante donc de fluide frigorigène dans l'évaporateur. Et l'idée c'est d'avoir une surchauffe qui est comprise entre 4 et 7 degrés. Donc il n'y a aucun lien entre le sous-refroidissement et le détendeur thermostatique donc le détendeur thermostatique régule en fonction de la température ambiante à refroidir, non. Donc il régule en fonction de la température mesurée donc au niveau du bulbe et au niveau donc de la vis de réglage du détendeur. Question 49. Quel élément permet de réguler le débit d'eau d'un condenseur à eau? Voici un petit zoom de l'appareil. Donc c'est la vanne pressostatique. Donc quand on est sur un condenseur à eau, comme le condenseur à eau qu'on a vu le coaxial tout à l'heure, on a une vanne qui va justement réguler le débit d'eau qui va circuler dans le condenseur afin de refroidir donc le fluide frigorigène. Et donc si la pression HP est élevée, la pression va pousser justement sur ce petit ressort et donc on aura une quantité plus importante d'eau qui va circuler dans le condenseur. Et inversement, lorsque la HP va diminuer, on aura donc le petit clapet ici qui va se refermer et donc on aura moins d'eau qui va circuler dans le condenseur. Question 50, 10 dernières questions. Si le circuit est trop chargé, trop de fluide dans le circuit, donc les trois affirmations sont vraies. Donc le surrefroidissement augmente bien sûr puisque on a de plus en plus de liquide dans le condenseur. La BP augmente, dans la mesure où la HP augmente, la BP augmente, et la surchauffe diminue, oui, la surchauffe diminue, puisqu'il y a de moins en moins de vapeur dans l'évaporateur et de plus en plus de liquide. Donc les trois affirmations sont vraies. J'ai réalisé donc une série de vidéos sur le dépannage, donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, hein. Il y en a 8 pour l'instant.
je vais continuer à développer, mais j'ai donc placé les bases justement de l'analyse avec toutes ces grandeurs, hein, la surchauffe, la BP, le surrefroidissement. N'hésitez pas à y aller. Question 51. Si la surchauffe est trop grande, je risque. J'ai oublié de répondre. Oh là là, je commence à être fatigué. Il faut que je reste concentré. Donc, c'est une baisse de la puissance frigorifique. On est d'accord. Donc là, on est sur donc une surchauffe qui est trop grande. Donc, c'est-à-dire que l'évaporateur est très mal rempli en fluide frigorigène à l'état liquide. Et donc, dans la mesure où on a moins de liquide dans l'évaporateur, on a une baisse de la puissance frigorifique car l'échange de chaleur est optimal lorsqu'on a un évaporateur qui est bien rempli en fluide frigorigène à l'état liquide puisqu'on va échanger de la chaleur latente. Donc baisse de la puissance frigorifique. On continue, encore 8 questions. Ouvrir un détendeur permet. D'augmenter le débit de fluide frigorigène. Donc lorsqu'on ouvre n'importe quel type d'appareil, hein, on augmente. Si c'est une vanne, on augmente le débit d'eau. Si on augmente donc l'ouverture au niveau du détendeur, on augmente le débit de fluide frigorigène. Question 53. Lorsqu'il y a des incondensables dans un circuit frigorifique, que se passe-t-il? La BP chute, la HP augmente, ou l'intensité absorbée par le moteur diminue. Donc la bonne réponse était la pression de condensation augmente. Donc la HP augmente, au contraire donc la BP augmente, et l'intensité absorbée par le moteur augmente. Donc les incondensables, c'est l'air. Donc dans l'air, on a de l'oxygène et de l'azote. Lorsqu'on a de l'air qui est introduit dans une installation, les pressions vont venir s'additionner. Donc la pression de l'air plus la pression du fluide frigorigène, ce qui va nous donner donc une pression HP plus importante. Et donc on va avoir quelques soucis au niveau de notre installation, en particulier donc une baisse de la puissance frigorifique. Question 54. Si l'écart entre la température de l'ambiance à refroidir et la température d'évaporation diminue, on constate. Donc là, on a le petit graphique, c'est très bien. Donc, que se passe-t-il si l'écart augmente? Non, excusez-moi, c'est l'écart diminue là. Donc si l'écart diminue... augmentation... Oh, j'ai pas répondu, je suis désolé. Donc c'est pas grave. Augmentation de l'humidité, hein, bien sûr. Donc augmentation de l'humidité dans la chambre froide. On voit ici qu'on a l'écart entre le fluide et la chambre. Donc par exemple ici on est sur un écart de 10 degrés entre la température d'évaporation et la chambre froide. Donc avec un écart de 10, j'aurai un taux d'humidité dans ma chambre froide de 75%. Et donc vous voyez que si je diminue mon écart entre le fluide et l'air de mon local, par exemple si je prends 5 d'écart, là j'aurai une hygromethie, donc un taux d'humidité dans ma chambre froide de 90%. Donc plus l'écart diminue, on est d'accord, hein, c'est vrai que c'est des questions qui sont un petit peu... il faut prendre le temps de bien les lire. Plus l'écart diminue et plus l'humidité dans la chambre froide augmente. Question 55. Allez, 5 dernières questions, on reste motivé. Le point d'enclenchement du pressotat BP en régulation up and down.
Donc c'est la température d'évaporation. Donc l'enclenchement, on va régler l'enclenchement du pressostat BP à la température d'évaporation. Donc ça c'est très important de ne pas régler votre enclenchement trop bas. Donc là on part sur le principe que nous sommes sur une installation qui coupe à 0,3, donc là on est entre 0,2 et 0,5, donc c'est bon, et qui s'enclenche à 1,5, donc ça veut dire que j'ai une température d'évaporation de 1,5 dans mon évaporateur. Si je règle à 1 bar, donc là ça peut être problématique, car ça voudrait dire que mon évaporateur n'est pas bien rempli en fluide frigorigène, donc la pression est encore trop faible. Et si je mets mon compresseur en marche à 1 bar, lui il va vider très facilement l'évaporateur et ça risque de engendrer une nouvelle coupure au niveau du pressostat BP. Donc on attend que la pression remonte bien dans l'évaporateur une fois que l'électrovanne est ouverte. Et donc la valeur que l'on préconise, c'est la température, enfin la pression d'évaporation. Donc ensuite au niveau des autres, la température de consigne de la chambre froide, non. Température de condensation, non plus. Question 56. Si le ventilateur de l'évaporateur tombe en panne et s'arrête, que se passe-t-il ? Donc on va avoir la pression d'évaporation qui va chuter. Donc là on est pratiquement sur les mêmes symptômes que lorsqu'on va avoir une prise en glace ou bien un encrassement de l'évaporateur. Donc il n'y a plus d'échange de chaleur entre l'air du local et le fluide frigorigène, là dans la mesure où on n'a plus de ventilation. Et donc la BP, donc la température d'évaporation, va chuter au fur et à mesure. Donc bien sûr la réponse pression d'évaporation va augmenter, ça c'est faux. Et la pression HP va couper, non. Ça on est plutôt côté HP et donc là ça n'a rien à voir avec la panne du ventilateur. On continue, encore 3 questions. Si le circuit est en manque de charge de fluide frigorigène. Allez, un petit peu d'analyse. Donc la surchauffe va augmenter. Donc la surchauffe, ça représente, si vous voulez, le niveau de liquide de votre évaporateur, ou sinon le niveau de gaz, on peut raisonner à l'inverse. Et donc si la surchauffe est grande, cela prouve que vous avez beaucoup de vapeur dans votre évaporateur. Et là, ça c'est le signe d'un manque de fluide frigorigène dans l'évaporateur. Donc ça peut être lié à un mauvais réglage du détendeur ici, ou tout simplement à un manque de fluide dans votre installation. Bien sûr, la BP, elle, n'augmente pas, puisque vous avez un manque de charge, au contraire, elle a plutôt tendance à diminuer. Et le sous-refroidissement augmente, non, au contraire. Il y a de moins en moins de liquide, donc le sous-refroidissement diminue. Question 58. Si le circuit est trop chargé en fluide frigorigène. Donc on est sur le sous-refroidissement qui augmente. Donc le sous-refroidissement représente donc le niveau de remplissage en liquide dans le condenseur. Et donc si vous avez un excès de charge, donc vous allez avoir un condenseur qui est très bien rempli en fluide frigorigène à l'état liquide et qui sera d'autant plus sous-refroidi. Donc le sous-refroidissement augmente. Donc la réponse sous-refroidissement diminue, ça c'était faux. Et la surchauffe à l'évaporateur augmente. Donc ça c'est lié plutôt au réglage du détendeur. Question 59. La régulation par tirage au vide automatique permet. Vider l'évaporateur, isoler le fluide dans la bouteille, éviter.
Donc les trois réponses étaient bonnes. Le pump and down, en fait, tirage au vide automatique. On va faire une petite séquence ensemble de tirage au vide. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, lorsque j'ai atteint ma température de consigne réglée sur mon thermostat, donc ici le thermostat est réglé à 5, le thermostat va fermer l'électrovanne. Si l'électrovanne est fermée, on n'a plus de fluide frigorigène qui est injecté dans l'évaporateur, et donc le compresseur va vider le contenu de l'évaporateur. Et donc la pression BP va chuter, et lorsque la pression BP atteindra 0,2 bar, le pressostat BP va couper le compresseur. Donc ça, c'est une séquence de pump and down. Et inversement, donc on a généralement des différentiels de 2. Donc à 7 degrés, lorsque la chambre froide donc aura sa température qui aura remonté, le thermostat va ouvrir l'électrovanne, le fluide frigorigène va être libéré, et donc lorsque j'aurai atteint dans mon évaporateur la pression d'évaporation, 1,5 bar par exemple, le pressostat BP va alimenter donc le compresseur, et donc le compresseur va se mettre en route. Alors le pump and down permet donc de vider l'évaporateur, ça c'est vrai. Isoler le fluide dans la bouteille, bah oui, puisque une fois que le compresseur aspire le fluide contenu dans l'évaporateur, tout est stocké dans la bouteille, ça c'est vrai. Évite les coups de liquide au compresseur, bah oui, puisque si je ne vide pas mon évaporateur au moment où le thermostat atteint sa consigne, il y aura toujours du fluide frigorigène à l'état liquide dans l'évaporateur, et lorsque je vais remettre en route mon compresseur, il y a un fort risque de coup de liquide. Question 60, dernière question, bravo à vous si vous êtes tenu jusque-là. Si le circuit est en manque de charge, que se passe-t-il? Donc manque de charge, la bonne réponse était intensité du compresseur diminue, oui, puisqu'on a de moins en moins de fluide frigorigène dans l'installation, donc du coup le compresseur lui est très à l'aise, hein, donc son intensité consommée est faible. La surchauffe diminue, non, au contraire la surchauffe augmente puisqu'il y a un manque de fluide frigorigène, donc on a pas beaucoup de fluide frigorigène à l'état liquide dans l'évaporateur. Le sous-refroidissement augmente, non, au contraire, le sous-refroidissement diminue puisqu'on a un manque de charge. Donc voilà, c'est fini pour les 60 questions. Sans grande surprise, je suis encore arrivé premier. Bon, j'ai fait, je crois bien, deux erreurs, ou une, ouais, deux. J'ai pas répondu assez vite. Donc bravo à vous si vous avez suivi les 60 questions, hein. N'hésitez pas à y revenir le plus souvent possible si vous avez des choses à renforcer ou à revoir en termes d'explication. Donc là j'ai fait les 5 parties, donc je pense qu'avec tous ces éléments vous avez quand même pas mal de billes en main pour pouvoir obtenir l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes, partie théorique. Après pour la partie pratique, ça malheureusement je peux pas vous aider plus que ce qu'il y a déjà sur la chaîne YouTube. Vous avez des vidéos qui vous aident justement à préparer la pratique. Donc tenez bon et puis restez motivés et ça ira, donc vous inquiétez pas. Donc je m'arrête là pour cette vidéo. Donc j'espère que ces quelques explications vous ont été profitables et je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous.